Essentiel. Le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions, en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série de podcasts essentiels avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous accueillons Cécile Campi-Bianco, directrice déléguée du réseau des groupements de créateurs. Bonjour Cécile. Bonjour. Cécile, le réseau des groupements de créateurs, c'est quoi ? Alors, c'est un réseau qui agit au quotidien auprès de demandeurs d'emploi, en particulier de jeunes demandeurs d'emploi dans les missions locales, pour les inviter à oser exprimer leur envie d'entreprendre et puis les accompagner à faire émerger un nouveau projet professionnel à partir de cette envie d'entreprendre. Ces jeunes, Cécile, qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Réponse pas si simple que ça. Ils sont très différents les uns des autres. C'est jamais facile de les catégoriser. Mais disons que ce sont des jeunes qui se retrouvent en difficulté d'insertion dans le marché de l'emploi, alors souvent parce qu'ils ont rencontré des difficultés scolaires et qu'ils se sont retrouvés parfois orientés vers des filières qu'ils n'avaient pas choisies. Et du fait de ce non-choix, se sont retrouvés parfois en panne de motivation dans ces filières qu'ils ont parfois tout simplement laissé tomber ou alors ils sont allés jusqu'au bout mais sans forcément que ça ensuite débouche sur un emploi, etc. Donc en fait, on se retrouve avec un public qui a connu des difficultés donc scolaires, puis d'emploi et qui est un peu en panne, qui est en panne aussi de motivation et qui se retrouve au bout d'un certain temps à la mission locale parce qu'on les oriente vers ces structures qui sont vraiment dédiées à ces jeunes-là, qui sont un peu en panne, parfois résignés aussi. C'est-à-dire qu'on a aussi des jeunes qui sont dans ces situations difficiles, qui ne vont même plus vers les structures, supposer les accompagner parce qu'ils n'y croient pas, parce qu'ils pensent que au fond, on ne pourra rien faire pour eux et que finalement, peut-être qu'ils n'ont pas non plus grand-chose à faire dans notre société. Enfin voilà, je ne veux pas dresser un paysage trop pessimiste, mais c'est quand même vraiment une réalité, cette résignation. Une résignation, c'est-à-dire là, on prend un exemple très concret, un jeune, 20 ans, qui n'a pas trop marché dans les études, qui se retrouve non diplômé, qui se dit à 20 ans, finalement, mon horizon, c'est quoi alors quand on est résigné à 20 ans ? Concrètement, on se projette comment ? On ne se projette pas là ? Alors, on se projette pas forcément, on se projette au jour le jour, c'est le propre de la jeunesse aussi. Ouais. Et puis, on peut avoir des propositions faites par la mission locale ou par Pôle emploi de formation pour les métiers de la restauration, les métiers du bâtiment, les métiers de la logistique, enfin, ça dépend des territoires, et des propositions en fait qui vont pas forcément faire tellement envie. Voilà, concrètement. Donc, il y a aussi vraiment cette situation un peu d'une forme de culpabilité, aussi ressentie par les jeunes, d'avoir effectivement quand même des propositions. Et on en parle notamment beaucoup en ce moment. On est plutôt en période avec un tas d'offres de recrutement qui ne trouvent pas en face de personnes pour les occuper. Et donc, voilà, donc ce sont des jeunes à qui des propositions sont faites, mais qui ne les motivent pas toujours. C'est ça. Et donc, vous allez quelque part aider ces jeunes à reconstruire un horizon désirable quelque part. Donc ce qu'on comprend, c'est que vous vous appuyez sur les missions locales. Donc les missions locales, il faut nous rappeler ce que font les missions locales. Tout à fait. Alors les missions locales, ce sont 440 structures réparties sur l'ensemble du territoire, qui sont en général sous format associatif et qui sont financées pour moitié par l'État, et pour le reste, par les régions, les départements et autres collectivités territoriales. Donc elles sont à la croisée entre des politiques nationales, telles que la garantie jeune devenue le contrat engagement jeune récemment, ou d'autres dispositifs décidés par l'État, et des dispositifs qui sont élaborés pour être adaptés spécifiquement à leur territoire. Mais ça, donc, ces missions locales ciblent des jeunes, c'est 18-25. 16-25. 16-25 même, la cible, c'est ça. Par contre, on est parfois dans un conseil, dans un accompagnement qui peut relever peut-être aussi de l'administratif
Et vous allez injecter quoi finalement via ces missions locales et les groupements de créateurs, comment ils se positionnent par rapport à ces missions locales ? Alors, pour être plus précis, les missions locales, elles font ce qu'on appelle un accompagnement global, donc sur l'emploi, mais aussi sur le logement, la question des revenus, de la santé, etc. Donc, aussi des questions d'ordre d'insertion sociale. Alors, nous, groupement de créateurs, dans les 42 à 45 missions locales dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, en fait, on va faire une proposition différente de ce qui est fait habituellement aux jeunes, parce que les missions locales vont essentiellement travailler sur la proposition d'offres d'emploi ou la proposition de formation qui mène à des emplois. Et en fait, nous, on va faire une proposition quasiment inverse, en fait, qui est d'inviter les jeunes qui auraient envie d'entreprendre à partir de cette envie d'entreprendre-là pour élaborer un nouveau projet professionnel. Un projet sur une envie d'entreprendre. Donc, vous allez les capter par cette envie d'entreprendre et vous allez les mettre dans un cursus quelque part, un accompagnement vers la création d'entreprise. C'est ça le principe ? Alors, on va viser l'insertion professionnelle, mais on va partir de l'envie d'entreprendre. En fait, c'est vraiment tout l'art des groupements de créateurs. On a mené une étude en 2013 qui a montré que près de la moitié des jeunes en mission locale avaient envie d'entreprendre, comme la plupart des jeunes en France. Donc il y a un désir d'entreprendre dans la jeunesse française. Voilà, dans la jeunesse française, et aussi, et pas plus, mais et aussi parmi les jeunes demandeurs d'emploi. Par contre, ce que cette étude a révélé, c'est que moins d'1 sur 5 parmi ces jeunes qui ont envie d'entreprendre, osent en parler à un professionnel. Donc, on a vraiment là pu révéler un phénomène d'autocensure. Et donc, ça, c'est vraiment notre premier sujet. C'est au sein des missions locales qui vont développer un groupement de créateurs, c'est de porter un message très fort qui est, si vous avez envie d'entreprendre, vous êtes tout à fait légitime pour en parler et pour être accompagné. Et ce qu'on va faire, nous, c'est éventuellement accompagner vers la création d'entreprise. Mais finalement, ce qu'on va permettre surtout, c'est l'émergence d'un nouveau projet professionnel qui est ancré sur les aspirations les plus profondes des jeunes. Parce que on a tous déjà rêvé entreprendre. Et en fait, le fait de travailler sur le rêve d'entreprendre, c'est finalement la meilleure manière pour s'autoriser tout, en fait, de vraiment partir de si tout était possible, qu'est-ce que je ferais ? Et donc, c'est en ça que c'est très intéressant de partir de l'envie d'entreprendre, c'est finalement de se débarrasser de tous les interdits, de toutes les barrières qu'on s'est mis soi-même ou qu'on nous a mises du fait de, justement, ces difficultés scolaires, ces difficultés d'emploi. De s'émanciper finalement et de se révéler à soi-même. Alors Exactement. Ça fonctionne, vous avez réalisé une étude. Combien de jeunes accompagnés et quels résultats à la fin en termes d'insertion professionnelle ? Alors, aujourd'hui, on accompagne, disons, 2000 personnes par an, et principalement des jeunes de moins de 25 ans. Et globalement, on a 50 à 60% d'insertion professionnelle un an après. Et c'est essentiellement en emploi, parce que finalement, même si on a, disons, 10 à 15% des jeunes qu'on accompagne qui vont jusqu'à la création d'entreprise, mais la plupart, en fait, donc de 40 à 50%, en fait, vont plutôt se retrouver en emploi salarié un an après. Pourquoi ? Parce que finalement, ce travail-là qui leur a permis de vraiment formuler et de se rendre compte, en fait, de vraiment ce qu'ils veulent absolument faire dans leur vie professionnelle, eh bien, ça crée quoi ? Ça crée de la motivation. Et en fait, l'accompagnement qu'on va réaliser auprès d'eux, finalement, ça va être de parfois transformer ce projet de création vers un autre projet parce que finalement la création, il va éventuellement leur manquer une expérience professionnelle du fait de leur jeunesse ou des compétences ou même ils vont se rendre compte que c'est pas forcément faisable pour telle et telle raison. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on leur a permis de révéler vraiment leurs valeurs fondamentales et vraiment ce qui compte pour eux dans leur vie. Par exemple, je peux illustrer ça d'un exemple. On a une jeune qui était d'origine congolaise, qui connaissait pas son pays d'origine, qui était jamais allée, mais qui rêvait de sauver tous les orphelins de République démocratique du Congo. C'était son truc, quoi. Elle était vraiment, voilà, je veux créer un orphelinat et je vais sauver tous ces enfants. Et donc, le fait de cet accompagnement-là, en fait, l'a conduit, parce qu'on l'a encouragé, finalement, à aller pour la première fois dans son pays d'origine, à se rendre compte, à aussi à prendre connaissance, en fait, des quelques contraintes réglementaires relatives au fait de prendre en charge des enfants.
Et donc, elle s'est rendue compte que ce projet-là, il était pas faisable tout de suite. Par contre, ça a révélé chez elle vraiment ce souci de venir au secours d'enfants. Et son projet s'est transformé vers un projet de devenir éducatrice spécialisée. Et ça, cet exemple-là, il est vraiment typique de ce qui peut se passer dans les groupements. Cheminement, finalement, qui est celui de ces jeunes à travers votre parcours, effectivement. On va revenir sur la notion de compétence, puisque vous avez un projet nouveau et innovant dont on est partenaire d'ailleurs et dont on va se reparler. Mais avant, faisons un détour par vous, Cécile. Ça vient d'où cet intérêt pour les jeunes et leur insertion ? Alors, excusez-moi Cédric, mais tout à l'heure, vous parliez d'études d'impact, donc je voulais quand même en parler. Un mot sur l'impact ? Oui, Allez. Quand même, un mot sur l'impact. 50-60%, vous disiez, d'insertion, c'est beaucoup pour un dispositif sur les jeunes, je crois. Hein. Alors, écoutez, c'est beaucoup. Après, c'est jamais facile, en toute honnêteté, d'évaluer, enfin de juger de la vraie pertinence d'un dispositif à partir de ces chiffres-là. Donc, par contre, ce dans quoi on s'est impliqué, c'est une véritable évaluation d'impact. Donc ça, c'est vraiment quelque part un atout, une chance qu'on ait pu réaliser une telle évaluation. En fait, donc le contexte est Martin Hirsch, haut commissaire à la jeunesse, qui a à l'époque lancé un fonds pour financer des gros programmes d'évaluation d'impact. Et donc nous, on s'est porté candidat et ça nous a pris en fait 4 à 5 ans d'évaluation vraiment selon la méthode d'évaluation randomisée, c'est-à-dire avec un tirage au hasard. Vous savez, cette méthode qu'on utilise en médecine. Donc, c'est-à-dire que sur plusieurs années, on a 900 jeunes qui ont souhaité être accompagnés par un groupement créateur. Un tirage au sort a créé 2 groupes. La moitié a effectivement pu être accompagnée par les groupements créateurs. L'autre moitié est repartie avec une liste d'autres dispositifs qui pouvaient les accompagner. Et ces 2 groupes ont répondu aux mêmes questions par rapport à l'évolution de leur situation 1 an après et 2 ans après. Et en fait, l'intérêt du tirage au sort, c'est que, en termes statistiques, ça permet de s'assurer qu'il y a une seule différence entre les 2 groupes, c'est d'avoir été accompagné ou pas par un groupement créateur. Et donc, ça permet, c'est pour ça qu'on parle d'évaluation d'impact, parce que ça permet de mesurer de façon très nette l'impact d'avoir été accompagné ou pas. Et donc, quel est l'impact ? 1 an après l'entrée en programme, on a 2 fois plus de jeunes, parmi ceux qui ont été accompagnés par les groupements créateurs, qui ont repris une formation. Voilà, c'est le groupement créateur, ça permet d'affiner un projet, puis de prendre conscience des compétences nécessaires pour ce projet, et donc d'être davantage motivé à se former. 2 fois plus, hein, 2 fois plus. Ouais. 2 fois plus. 2 ans après, en fait, on a 25% de plus parmi les jeunes accompagnés qui étaient en emploi et puis ils avaient en plus des revenus d'activité 25% plus importants. Donc, quand on présente les groupements créateurs, on peut avoir l'impression qu'on diffuse un discours humaniste, très bienveillant, etc. C'est vrai, mais en fait, le fait est que ça se traduit vraiment par des résultats nets en termes d'insertion et de revenus d'activité. Et je n'ai pas cité tous les chiffres, mais évidemment aussi de moindre dépendance aux allocations sociales. Voilà. Donc, on a, c'est vrai, eu cette opportunité, cette chance de pouvoir mesurer très finement les effets nets de notre accompagnement. C'est très impressionnant. Cécile, vous me disiez que ce sujet du déterminisme social et aussi de l'émancipation des jeunes, ça faisait écho quelque part aussi un peu à vos racines, c'est ça ? Vous me disiez, j'ai des racines paysannes jurassiennes. Oui, alors, je ne sais pas si c'est... En tout cas, par rapport à, effectivement, l'émancipation, alors, on parle aussi d'autonomisation, ce sont des valeurs très fortes aussi du fondateur des groupements créateurs qui s'appelle Didier Dugast, qui était directeur du mission locale à Sénart en 2000 et c'est lui qui a fondé cette démarche. Et c'est vrai que ces valeurs-là d'émancipation et d'autonomie, moi, elles me sont personnellement très chères parce que je suis très touchée, moi, toujours par des parcours marqués par un moment, un virage pris par un individu par rapport à une destinée qu'on pouvait imaginer un peu prédéterminée.
Et voilà, on a tous autour de nous, dans nos familles, dans notre entourage, effectivement des cheminements qui sont faits d'émancipation. Et donc moi, effectivement, mes parents font partie d'une génération d'enfants de paysans qui, à un moment, ont eu la possibilité finalement de faire des études, de devenir enseignant, et donc de quitter finalement une histoire qui s'est poursuivie pourtant de génération en génération. Souvent, les paysans étaient paysans de génération en génération. Tous mes ancêtres étaient quelque part cantonnés à un métier et à un territoire. Et donc, ça va aussi avec l'évolution du monde. Mais voilà, donc de ce parcours-là d'émancipation, de quitter un milieu culturel, un milieu social, un milieu géographique. Mais je suis aussi marquée par l'histoire de ma grand-mère, qui a osé passer son permis de conduire quand elle a dû quitter sa ferme pour aller travailler à l'usine, qui au départ y allait en vélo et qui a été une des premières femmes du village à passer son permis de conduire. Ça, pour moi aussi, c'est un acte d'émancipation fort. Et donc c'est une référence. Oui, c'est une référence. Mais vous, votre virage, vous le prenez du côté de Pantin, je crois. Hein. Il y a une expérience dans un pli. Il faut nous dire rapidement ce qu'est un pli. Et puis ce foyer Sonacotra qui a été quand même une prise de conscience aussi, hein, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Alors moi, sur mon cheminement professionnel, même si moi, j'ai finalement eu beaucoup de chance, en plus en tant qu'enfant d'enseignant, on est toujours les mieux renseignés sur toutes les filières. Néanmoins, moi, je fais partie d'une génération très marquée par la peur du chômage. Et donc, néanmoins, même si j'avais des parents émancipés, tous, en fait, et moi y compris, à un moment, on est sujet à des choix d'orientation faits aussi d'autocensure. Et donc, des choix raisonnables, de se diriger vers telle direction. Ou alors parfois des choix, et ça a été mon cas aussi, à un moment on croit que, par exemple, j'ai voulu absolument travailler dans le secteur culturel. Et je pensais que vraiment ce serait là que je m'épanouirais. Et puis finalement, pas tant que ça. J'ai été assez déçue par ce milieu-là. Et effectivement, donc je travaillais dans un établissement culturel à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et puis par ailleurs, je me suis engagée dans une association et je donnais des cours de français dans un foyer de travailleurs maliens qui étaient essentiellement sans papier. Et effectivement, c'est cette expérience-là associative bénévole qui m'a révélé que vraiment, j'adorais, vraiment, ça m'épanouissait énormément que d'être aux côtés de personnes qui étaient en difficulté d'insertion sociale. Et effectivement, c'est cette expérience-là qui m'a fait ouvrir les yeux sur tout un secteur dont j'ignorais absolument l'existence en France, et qui est tout ce secteur d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle. Et par le plus grand hasard des rencontres, j'ai rencontré une personne, Samia Geloul, qui est en train de monter un plan local pour l'insertion à l'emploi. Bienvenue au monde des acronymes, un PLI, voilà, c'est ça, qui est un programme financé par le Fonds social européen pour accompagner les personnes très éloignées de l'emploi, qui était en train de monter donc un PLI à Pantin et qui m'a proposé de rejoindre l'équipe. Et c'est là que le virage se fait. Oui. Avant de conclure, Cécile, on se dit un mot des Open Badges, puisque dans ces parcours de jeunes que vous accompagnez, vous en avez beaucoup qui n'ont pas de diplôme. Et quand on n'a pas de diplôme en France, c'est compliqué de faire valoir et de faire reconnaître ses compétences et ses connaissances. Or, vous êtes en train de tester ce mécanisme des Open Badges dont nous sommes partenaires. On vous accompagne modestement sur ce projet, pour essayer de mieux valoriser, c'est ça, les compétences acquises par ces jeunes dans le cadre notamment du parcours des groupements de créateurs ? Oui, c'est ça. Comme je le disais au départ, on est avec un public qui a une piètre image de lui-même. Quand on leur fait passer des tests psychométriques, par exemple par rapport à l'échelle de Rosenberg, on peut révéler des très faibles niveaux d'estime de soi.
C'est vraiment très marquant. Et en fait, on constate quand on les accompagne qu'ils ont même du mal à se prendre conscience de pourtant tous les talents, toutes les compétences et toute la richesse des expériences qu'ils ont déjà réalisées. Donc, c'est vrai que les Open Badges, c'est un outil qui nous a paru très intéressant. Donc, ce sont des badges numériques, en fait, qui viennent à un moment reconnaître qu'on a acquis telle ou telle compétence. Et donc, nous, effectivement, avec le soutien du plan d'investissement dans les compétences et de la Fédération nationale des caisses d'épargne, on développe des badges numériques spécifiques aux compétences qui sont développées grâce à notre accompagnement à l'émergence de projets. Parce qu'en fait, on voit clairement les personnes se transformer, c'est-à-dire par exemple devenir beaucoup plus à l'aise pour définir leurs objectifs, pour élaborer un plan d'action, pour parler de leur projet, pour communiquer, pour travailler avec les autres, pour trouver des informations, pour comprendre des informations. Voilà, tout un tas de compétences qui ne sont pas reconnues par des diplômes spécifiques, qui sont d'ailleurs pour beaucoup ces fameuses compétences sociales ou soft skills, dont on sait qu'elles sont très importante dans le monde du travail. Et donc, on voyait bien qu'il y avait un tas de compétences qui se développaient au fur et à mesure de l'accompagnement, mais qui n'étaient pas forcément reconnues. Et or, cet aspect qu'on appelle réflexif, c'est-à-dire un moment de se rendre compte, de mettre des mots sur une compétence, c'est hyper important pour valoriser justement cette compétence, pour prendre conscience que ah ben, tu vois là, tu as été capable de définir des objectifs. Ah ben, tu vois là, tu as quand même été capable de convaincre un jury par rapport à ton projet. Donc voilà, donc les Open Badges, c'est d'avoir quelque part un miroir pour se rendre compte des compétences qu'on a pu développer. Merci infiniment, Cécile. Je vous en prie, merci Cédric. Si vous souhaitez en savoir plus sur les groupements de créateurs, rendez-vous sur leur site internet groupementdecreateurs.fr. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain podcast. Au revoir.